Chapitre 5. Ça s'est passé à Griboyedov. L'ancien hôtel particulier à un étage de couleur crème se situait sur l'anneau des boulevards, au fond d'un jardin défraîchi séparé du trottoir de l'anneau par une grille de fer forgé. La petite cour devant la maison avait été asphaltée, et si, par temps d'hiver, elle était dominée par une congère couronnée d'une pelle, l'été, elle se transformait, à l'abri d'un vélum, en une des sections les plus splendides du restaurant. Cet hôtel particulier portait le nom de Maison Griboyedov, sur la base du fait que, soi-disant, jadis, il avait appartenu à la tante de l'écrivain Alexandre Sergueïevitch Griboyedov. Bon, vrai ou faux, nous n'en savons trop rien. On sait d'ailleurs, si je ne m'abuse, que Griboyedov n'avait jamais eu de tante propriétaire foncière. Mais la maison s'appelait comme ça. Bien plus, un bonimenteur moscovite avait raconté que, soi-disant, au premier étage, dans la rotonde à colonnes, le célèbre écrivain avait lu des extraits du Malheur d'avoir de l'esprit à cette fameuse tante, laquelle prenait un peu de repos sur le sofa. Remarquez, le diable le sait, peut-être que c'était vrai, pour ce que ça compte. Ce qui compte, c'est qu'au moment dont nous parlons, cette maison était la propriété de ce fameux Massoli, à la tête duquel s'était trouvé l'infortuné Mikhail Alexandrovitch Berlioz, jusqu'à sa visite aux étangs du Patriarche. Avec la désinvolture propre aux membres du Massoli, personne n'appelait cette maison la maison de Griboyedov. On disait tout simplement Griboyedov. Hier, j'ai fait le pied de grue pendant 2 heures à Griboyedov. Et alors ? Je me suis décroché un mois à Yalta. Bravo. Ou bien, va trouver Berlioz aujourd'hui de 4 à 5, il reçoit à Griboyedov. Et ainsi de suite. Le Massoli s'était installé à Griboyedov et y était comme un coq en pâte. Tous ceux qui entraient à Griboyedov étaient d'abord, bon gré mal gré, confrontés à des annonces pour toutes sortes de cercles et de groupes sportifs, de même qu'aux photographies individuelles des membres du Massoli, qui, les photographies, couvraient aussi les murs de l'escalier menant au premier. Sur la porte de la première pièce de l'étage supérieur se lisait une inscription en grosses lettres, section Datcha pêche, et l'on avait représenté un goujon accroché à un hameçon. Sur la porte de la pièce numéro 2, on pouvait lire une inscription au sens un peu obscur. Mission création 24 heures, s'adresser à M.V. Fosserova. La porte suivante offrait une inscription brève, mais cette fois totalement absconse, Perelegino. Ensuite, le visiteur fortuit de Griboyedov commençait à avoir les yeux qui papillotaient face aux affiches bigarrées sur les portes de noyer de l'attente. Inscription sur liste d'attente pour papier chez Amsonova. Caisse, compte personnel sketchiste. Si l'on coupait la longue file qui commençait en bas, depuis la loge du concierge, on découvrait une inscription sur une porte qui ne cessait pas une seconde de laisser entrer et ressortir du monde. Question logement. Après la question logement, on pouvait admirer une affiche somptueuse représentant un rocher sur la crête duquel galopait un djigit en cape tcherkesse, fusil en bandoulière. Plus bas, des palmiers et un balcon. Assis sur ce balcon, un jeune homme à petit toupet regardant quelque part en l'air avec des yeux très très vifs, un stylo à la main. Inscription: congé création à plein temps de 2 semaines, récit nouvelle, à 1 an, roman trilogie. Yalta, Sououksu, Borovoye, Tsiidziri, Makinjaouri, Leningrad. Palais d'hiver. Devant cette porte aussi s'étirait une longue file d'attente, quoique moins démesurée, 150 personnes en moyenne. Ensuite venait, soumise aux caprices des méandres montées et redescentes de la maison Griboyedov, direction du Massoli, caisse numéro 2, 3, 4 et 5, comité de rédaction, président du Massoli, billard, toutes sortes de sections annexes et finalement cette fameuse rotonde à colonnes où la tante avait pu jouir de la comédie de son génial neveu. Tout visiteur, pour peu bien sûr qu'il ne fût pas un abruti, se retrouvant à Griboyedov réalisait sur le champ à quel point ces vénards, les membres du Massoli, avaient la belle vie, et une jalousie noire se mettait aussitôt à le ronger. Et aussitôt, il adressait au ciel des reproches amers pour ne pas l'avoir à la naissance doté d'un talent littéraire sans lequel, on le comprend bien, on ne pouvait pas rêver de se dégoter une carte de membre du Massoli, cette carte marron sentant le cuir de luxe à large liseré d'or que tout le monde connaissait à Moscou.
Qui dira un mot en défense de la jalousie? C'est un sentiment d'une catégorie peu reluisante, mais enfin, mettez-vous à la place du visiteur, parce que ce qu'il voyait au premier étage, ce n'était pas tout, c'était loin d'être tout. Le rez-de-chaussée de la maison de la tante était entièrement occupé par un restaurant, et quel restaurant! C'est à juste titre qu'il était considéré comme le meilleur de Moscou, et pas seulement parce qu'il occupait de grandes salles à plafond voûtées ornées de chevaux violets à crinières assyriennes, pas seulement parce qu'on avait placé sur chaque table une lampe ornée d'un abat-jour de soie, pas seulement parce que l'entrée y était interdite aux Pékins de la rue, mais aussi parce que, de par la qualité de ses produits, Griboyedov battait à plate couture n'importe quel restaurant de Moscou, et parce que ses produits étaient offerts au prix le plus correct, le plus doux possible. Voilà pourquoi il n'y a pas lieu de s'étonner par exemple d'une conversation que l'auteur de ces lignes, empreinte de vérité, entendit un jour devant la grille de fer forgé de Griboyedov. « Où tu dînes ce soir, Ambrosi ?»« Quelle question. Ici, bien sûr, cher Foka. Archibald Archibaldovitch m'a glissé à l'oreille qu'il y aurait des cendres à naturel, un truc de virtuose. » « Ah bah tu sais vivre, Ambrosi, » répondait en soupirant un Foka, maigre, débraillé, accablé d'un anthrax au cou, au poète Ambrosi, géant maflu aux lèvres pourpres et aux cheveux d'or. « Non, je n'ai aucun talent particulier, » répliquait Ambrosi. « Ce que je veux, c'est vivre une vie humaine normale. Tu me diras, Foka, que du cendre, tu peux aussi en trouver au Colisée. Mais au Colisée, le plat de cendre fait 13 roubles 15 kopecks, alors que chez nous, c'est 5,50. En plus, au Colisée, les cendres, ils ont 3 jours. Et en plus de ça, au Colisée, rien ne te garantit que le premier blanc-bec venu qui déboulerait du passage du théâtre ne t'enverra pas en passant un reste de grappe de raisin dans la tronche. Non, je suis catégoriquement contre le Colisée, tenait pour tout le boulevard le gastronome Ambrosi. N'essaie pas de me convaincre du contraire, Foka. Ah, je n'essaie pas de te convaincre, s'égosillait Foka. On peut aussi dîner chez soi. Ah, au serviteur, tenait Ambrosi. Je l'imagine, ta femme en train d'essayer de composer à la casserole, dans la cuisine communautaire, des portions de cendres naturelles. Goodbye, Foka. Et en chantonnant, Ambrosi mettait le cap sur la terrasse couverte. Et, oh, c'était comme ça. Les vieux moscovites se souviennent du célèbre Griboyedov. Les cendres au courbouillon à la carte. C'est de la gnognotte, mon cher Ambrosi. Et le sterlet dans sa casserole d'argent. Le sterlet en darne, disposé avec que d'écrevisses et caviar frais. Et les œufs cocottes, et leur purée de champignons en cassolette. Et les aiguillettes de grive. Ça vous laissait de marbre, aux truffes. Et les cailles à la génoise, à 9,50. Et le jazz, et la politesse des serveurs, et, en juillet, quand toute la famille est à la campagne et que vous, vos affaires littéraires pressantes vous retiennent en ville, sur la terrasse, à l'ombre de la treille, dans une tache d'or sur une nappe d'un blanc de neige, une petite assiette de soupe printanière. Vous vous rappelez, Ambrosi? À quoi bon le demander? Je le vois à vos lèvres, que vous vous rappelez. Vos lavarets, là, vos cendres. Mais, et la bécassine double, et la bécassine sourde, et la bécasse des bois en saison, et les bécasses, les bécasseaux, et puis les cailles, et la narsan qui pétille dans la gorge. Mais assez, tu t'égares, lecteur. Suis-moi. À 10h30, ce soir où Berlioz avait succombé au patriarche, à l'étage de Griboyedov, il n'y avait de lumière que dans une seule pièce où se morfondaient 12 hommes et femmes de lettres qui devaient tenir une réunion et attendaient Mikhail Alexandrovitch. Assis sur les chaises et sur les tables, et même sur les 2 rebords de fenêtres dans la salle de direction du Massoli, il souffrait sérieusement de la touffeur de l'air. Pas un souffle de fraîcheur n'entrait par les fenêtres ouvertes. Moscou restituait la chaleur accumulée toute la journée dans l'asphalte, et il était clair que la nuit n'apporterait aucun soulagement. Une odeur d'oignon montait depuis les caves de maison de la tente, où se trouvaient les cuisines du restaurant, et tout le monde avait soif, tout le monde était à bout de nerfs et indigné. Le littérateur, Krapulnikov, un homme doux, bien mis, aux yeux à la fois attentifs et fuyants, sortit sa montre. L'aiguille se traînait vers les 11 heures.
Krapulnikov tapota le cadran du doigt, le montra à son voisin, le poète Fofrerovski, qui, assis sur une table, balançait par désœuvrement ses pieds chaussés de souliers jaunes à semelles de caoutchouc. « Tout de même, » grogna Fofrerovski. « Notre homme a dû se trouver coincé sur les bords de la Kliazma, » répliqua de sa voix épaisse Nastasia Loukinichna Tikouprapatova, fille orpheline de marchands moscovites, devenue écrivain et auteur de récits de batailles navales sous le pseudonyme de l'enseigne Georges. « Permettez, » reprit bravement Badlanuk, auteur de sketchs populaires, « moi non plus en ce moment, je n'aurais rien contre boire un petit thé sur un balcon au lieu de rester ici à cuire à l'étouffée. La réunion était bien fixée à 10 heures. » « Ça doit être bien en ce moment, les bords de la Kliazma, » fit l'enseigne Georges, narguant l'assistance, et sachant que le village de Datcha de Pereligino se trouvait sur les bords de la Kliazma. Point sensible pour tous. « Les rossignols qui chantent là-bas, je parie ? Moi, je ne sais pas, je travaille toujours mieux au vert, surtout au printemps. Ça fait plus de 2 ans que je paye pour envoyer ma femme, qui a la maladie de Bazdov, dans ce paradis, mais pour l'instant toujours rien à l'horizon. » dit fielleux et amer le novelliste Hieronyme Poprekine. « Ça, aux innocents les mains pleines !» tonna depuis son rebord de fenêtre le critique Frékov. La joie flamba dans les petits yeux de l'enseigne Georges, et elle dit, adoucissant son contralto, « Il ne faut pas être jaloux, camarade. Les Datcha, il n'y en a que 22, plus 7, en tout et pour tout, en construction, et nous, au Massoli, on est 3000. 3111, rectifia quelqu'un dans un coin. Vous voyez, poursuivit l'enseigne Georges, que faire? Il est naturel que les Datcha soient réservés aux plus doués d'entre nous. Aux généraux, intervint le scénariste Sourdingoff, entrant dans la mêlée. Krapulnikov, mimant un bâillement, sortit de la salle. « Il est seul dans 5 pièces à Pereligino, » dit Sourdingoff dans son dos. « Lavrovitch, il est seul dans 6, » s'écria Deniskine, « et sa salle à manger est lambrissée de chênes. »« Eh, pour le moment, il ne s'agit pas de ça, » gronda Frikov, « mais du fait qu'il est 11h30. » Une rumeur s'éleva, ce fut comme un début de révolte. On entreprit de téléphoner à ce maudit Pereligino, on se trompa de Datcha, on tomba chez Lavrovitch, on apprit que Lavrovitch était sorti au bord de la rivière et cela porta un coup au moral de chacun. On téléphona au hasard à la commission Belles Lettres, poste 930, et comme de juste, on n'y trouva personne. « Il aurait pu téléphoner quand même !» s'écrièrent Deniskine, Sourdingoff et Gvant. Ah, ils avaient tort de crier. Mikhail Alexandrovitch était bien incapable de téléphoner où que ce soit. Loin de Griboyedov, dans une salle immense éclairée par des ampoules de 1000 bougies sur 3 tables de zinc, gisait ce qui naguère encore avait été Mikhail Alexandrovitch. Sur la première, le corps dénudé couvert de sang caillé, le bras cassé et la cage thoracique enfoncée. Sur l'autre, la tête, les dents de devant cassées, les yeux ouverts et vides que n'effrayait pas la lumière la plus violente. Et sur la troisième, un amas de chiffon couvert de sang séché. Auprès du décapité se tenait un professeur de médecine légale, un anatomopathologiste et son assistant, des représentants des enquêteurs, et convoqué par téléphone du chevet de son épouse malade, l'adjoint de Mikhail Alexandrovitch Berlioz au Massoli, l'homme de lettres, Bitov. Une voiture était passée prendre Bitov, et séance tenante en compagnie des enquêteurs l'avait conduit, la chose s'était produite aux alentours de minuit, dans l'appartement de la victime, où l'on avait mis ses papiers sous scellés, ensuite de quoi tout le monde s'était rendu à la morgue. Et au moment présent, ceux qui se trouvaient devant les restes du défunt tenaient conseil pour savoir ce qui était préférable, recoudre la tête tranchée ou simplement exposer le corps dans la salle de Griboyedov en recouvrant totalement le corps de la victime jusqu'au menton d'un drap noir. Non, Mikhail Alexandrovitch ne pouvait téléphoner nulle part, et c'est vraiment en vain que s'indignaient et criaient Deniskine, Sourdingoff, Gvant et Krapulnikov. À minuit pile, les 12 littérateurs quittèrent l'étage supérieur et descendirent au restaurant. Là, une nouvelle fois, ils vouèrent in petto Mikhail Alexandrovitch aux gémonies.
Toutes les tables de la véranda, évidemment, étaient déjà prises, et ils durent rester dîner dans les salles, certes belles, mais étouffantes. Et à minuit pile, dans la première de ces salles, quelque chose se mit à tonner, à sonner, à se répandre, à sautiller. Et aussitôt une voix masculine suraiguë hurla, frénétique, au rythme de la musique, « Alléluia !» C'était le célèbre jazz band Griboyedov. Ce fut comme si les visages suants s'illuminaient. On crut que les chevaux dessinés au plafond se ranimaient. Les ampoules parurent briller davantage et d'un seul coup, comme rompant leur chaîne, les deux salles se mirent à danser et à leur suite, la véranda dansa, elle aussi. Sourdingoff dansa avec la poétesse Tamara Demi-Lune. Gvant dansa, le romancier Joukopov dansa avec une actrice de cinéma en robe jaune. Dansait Dragonsky, Kajibi, le petit Deniskine avec la gigantesque enseigne Georges. Dansait cette beauté, l'architecte Familiova Gall, tenu très puissamment par un inconnu en pantalon de grosse toile blanche. Dansaient les membres et les invités, ceux de Moscou et ceux d'ailleurs, l'écrivain Johann de Kronstadt, un nommé Vitya Kaftik de Rostov, un metteur en scène semble-t-il avec une tache de vin qui lui prenait tout le coup. Dansaient les représentants les plus en vue de la section poésie du Massoli, c'est-à-dire Babouinov, Blasfemulski, Sukrovitch, Mouchartov et Adelphina Barouf. Dansaient des jeunes gens de profession inconnue tondus à la boxeur, les épaules rembourrées de ouate. Dansait un kidam très âgé qui avait une petite tige d'oignon vert dans la barbe, et dansait avec lui une jeune fille maigre, rongée d'anémie, vêtue d'une petite robe de soie orange, toute fripée. Dégoulinant de sueur, les serveurs portaient au-dessus des têtes des chopes de bière embuées et criaient d'une voix rauque et haineuse « Pardon, citoyen !» Une voix dans un porte-voix, on ne sait où, commandait « Un Karski, 1 ! 2 Zubrovska, 2 ! Tripe à la gospodar !» La voix suraiguë ne chantait plus, mais ululait « Alléluia !» Le fracas des cymbales de jazz couvrait par instant le fracas de la vaisselle que les plongeuses renvoyaient en cuisine par un pan incliné. En un mot, l'enfer. Et en enfer, à minuit, il y eut une apparition. On vit entrer sur la terrasse un bel homme aux yeux noirs, la barbe en dague, et qui en frac fit courir son regard impérial sur ses domaines. On disait, les mystiques le disaient, qu'en d'autres temps le bel homme ne portait pas de frac mais une large ceinture de cuir d'où sortaient des crosses de pistolet et que ses cheveux, noirs comme l'aile du corbeau, étaient ceintes d'un bandeau de soie rouge et qu'un brick sous son commandement voguait sur la mer Caraïbe sous pavillon noir sépulcral à tête de mort. Mais non, non! Ils mentent, les mystiques suborneurs, les mers Caraïbes n'existent pas, les farouches flibustiers n'y voguent pas, nulle corvette ne les poursuit, étalant sur la houle la fumée de ses canons. Il n'y a rien, et il n'y a jamais rien eu. Il y a, tenez, un tilleul agonisant, il y a la grille de fer forgé, et derrière elle, le boulevard, et des glaçons qui fondent dans une coupelle, et à la table voisine des yeux bovins injectés de sang, et ça fait peur, oh ça fait peur. Oh Dieu, Dieu, oh mes dieux, du poison, donnez-moi du poison, et brusquement à une table jaillit le mot « Berlioz !» Soudain, le jazz se fracassa et se tut, comme si quelqu'un venait de lui donner un coup de poing. « Comment, Berlioz !» Et l'on se mit à bondir, et l'on se mit à crier. Oui, une vague de douleur s'éleva soudain à l'horrible nouvelle au sujet de Mikhail Alexandrovitch. Quelqu'un s'agitait et criait qu'il fallait absolument, ici même, séance tenante, sur le champ, rédiger un télégramme collectif et l'envoyer dans l'instant. Mais quel télégramme, vous demanderons-nous? Et où? Et à quoi bon l'envoyer? C'est vrai, où? Et à quoi sert un télégramme quel qu'il soit à celui dont la nuque écrasée est maintenant, en ce moment, entre les mains en caoutchouc du projecteur, celui dont le cou est en ce moment piqué par les aiguilles courbes du professeur? Il est mort, il n'a plus besoin d'aucun télégramme, tout est fini, n'encombrons plus le télégraphe. Oui, il est mort, il est mort. Mais nous sommes vivants. Oui, elle s'était élevée, la vague de douleur, et elle s'était maintenue, et puis elle avait commencé à retomber, et d'aucuns, çà et là, étaient déjà revenus à leur table, et, d'abord en douce, puis au grand jour, s'étaient servi leur vodka accompagné d'un petit quelque chose. C'est vrai, quoi.
Les boulettes à la volaille, on n'allait quand même pas les laisser perdre, non? En quoi ça aiderait Mikhail Alexandrovitch? Que nous restions le ventre vide? Nous, enfin, nous sommes vivants. Naturellement, le piano fut fermé à clé, le jazz se débanda. Quelques journalistes prirent le chemin de leur rédaction pour rédiger une nécrologie. On apprit que Bitov venait d'arriver de la morgue. Il s'installa dans le bureau du défunt, là-haut. Et tout de suite, le bruit courut que ce serait lui qui remplacerait Berlioz. Bitov convoqua du restaurant les 12 membres du directoire et au cours de la réunion extraordinaire qui se tint dans le bureau de Berlioz, on entama l'examen des questions urgentes concernant l'arrangement de la salle des colonnes de Griboyedov, le transfert du corps depuis la morgue jusqu'à cette salle, l'ouverture d'un accès public et toutes sortes d'autres questions liées à ce douloureux événement. Le restaurant, lui, reprit sa vie nocturne habituelle et l'aurait poursuivi jusqu'à la fermeture, c'est-à-dire jusqu'à 4 heures du matin, s'il ne s'était produit quelque chose de réellement, là, hors du commun, quelque chose qui devait frapper les clients du restaurant bien plus encore que la nouvelle du décès de Berlioz. Les premiers à s'inquiéter furent les cochers aux aguets devant la grille de la maison Griboyedov. On entendit l'un d'eux, se dressant sur son siège, crier « Wow! Mais regardez ça !» Ensuite, surgit de nulle part, une petite flamme jaillit près de la grille de fer forgé et s'approcha de la terrasse couverte. Les clients attablés commencèrent à se lever et à scruter la nuit, et ils virent qu'en même temps que la petite flamme, c'était un fantôme blanc qui marchait vers le restaurant. Quand ce fantôme se fut approché du treillage, les clients se figèrent tous à leur table, un morceau de cendre au bout de la fourchette, les yeux écarquillés. Le portier qui à ce moment-là était sorti du vestiaire du restaurant sans griller une petite dans la cour, écrasa du pied sa cigarette et voulut s'avancer vers le fantôme, dans le but évident de lui interdire l'entrée du restaurant, mais il s'abstint, pour une raison ou pour une autre, de le faire, et s'arrêta avec un sourire un peu niais. Et le fantôme passa par l'ouverture du treillage, déboucha sans encombre sous la terrasse couverte. Là, tout le monde vit que ce n'était pas du tout un fantôme, mais Ivan Nikolaïevitch sans logis, le très célèbre poète. Il s'avançait, pieds nus, vêtu d'une chemise à la Tolstoï blanc, sale et déchirée, sur laquelle il avait, à l'aide d'une épingle à nourrice, fixé une icône en papier figurant un saint anonyme, à présent effacé, et d'un caleçon blanc à rayures. Ivan Nikolaïevitch tenait à la main un cierge de mariage allumé. Ivan Nikolaïevitch venait de s'écorcher la joue droite. Il était difficile de mesurer la profondeur du silence qui tomba sur la terrasse. On vit l'un des serveurs laisser couler par terre la bière d'une chope qu'il tenait inclinée. Le poète leva le cierge au-dessus de sa tête et dit d'une voix forte « Salut, les amis !» Après quoi, il se pencha pour lancer un coup d'œil sous la table la plus proche et s'exclama avec douleur « Non, là non plus il n'est pas là !» On entendit 2 voix. Une voix de basse dit, impitoyable, « Son compte est bon, délirium très mince. » L'autre, une voix de femme apeurée, prononça ces paroles, « Mais la milice, comment a-t-elle pu le laisser circuler dans cette tenue ?» Cela, Ivan Nikolaïevitch l'entendit, et il répondit, « Ils ont voulu m'arrêter 2 fois, au Skaterntny et aussi sur la Bronaïa, mais moi, j'ai sauté par-dessus une palissade, et vous voyez, je me suis écorché la joue. » Sur ce, Ivan Nikolaïevitch leva la bougie et s'écria « Frère en littérature !» Sa voix altérée se fit plus forte et plus brûlante. « Écoutez-moi, il est apparu. Attrapez-le séance tenante, sans quoi il va causer des malheurs indescriptibles. » Quoi ? Qu'est-ce qu'il a dit ? Qui est apparu ? Firent des voix de tous côtés. « Le consultant !» répondit Ivan. « Et ce consultant vient de tuer Misha Berlioz au patriarche. » Là, les gens qui étaient dans les salles intérieures se précipitèrent sur la terrasse. Une foule s'amassa autour de la flamme d'Ivan. « Pardon, soyez plus précis, » fit une voix douce et polie juste au-dessus de l'oreille d'Ivan Nikolaïevitch. « Dites, comment ça, il l'a tué ? Qui l'a tué ? » « Le consultant étranger, un professeur et un espion.
répliqua Ivan, regardant à la ronde. « Mais comment s'appelle-t-il » demanda-t-on doucement à son oreille. « Ah oui, comment il s'appelle » s'écria Ivan avec douleur. « Si je le savais, comment il s'appelle. Je n'ai pas eu le temps de voir son nom sur la carte de visite. Je me souviens seulement de la première lettre, W, un nom de famille en W. Mais c'était quoi son nom en W » se demanda Ivan à lui-même, la main sur le front. Et il se mit à marmonner « W, Wagner, Weinar, Wegner, Winter ?» Ivan était tellement tendu que ses cheveux se mirent à remuer sur sa tête. « Wolf !» cria une femme compatissante. Ivan se fâcha. « Abruti !» cria-t-il, cherchant la femme des yeux. « Qu'est-ce qui vient de faire ça, là ? Wolf, il n'y est pour rien. Non, pas moyen de me souvenir. Mais voilà, citoyen, téléphonez tout de suite à la milice, qu'ils envoient 5 motocyclistes avec des mitrailleuses pour attraper le professeur. Et n'oubliez pas de dire qu'ils sont 2 avec lui, une espèce de longue perche à carreaux, un pince-nez fendillé et un chat noir et gras. Et moi, pendant ce temps-là, je fouille Griboyedov. Mon petit doigt me dit qu'il est ici. » Ivan fut pris d'agitation, poussa du coude ceux qui l'entouraient, se mit à secouer sa bougie, s'éclaboussant de cire, et à regarder sous les tables. Sur ce, on entendit ces mots. « Un docteur !» Et un visage affable et grassouillet, bien rasé et bien nourri, à lunettes d'écaille, apparut devant Ivan. « Camarade sans logis, dit le visage d'une voix de jubilé, apaisez-vous. Vous êtes bouleversé par la mort de Mikhail Alexandrovitch que nous chérissons tous. Non, de notre cher Misha Berlioz. Nous comprenons cela parfaitement. Vous avez besoin de repos. Là, maintenant, les camarades vont vous conduire au lit, et vous oublierez. Tu comprends, oui ou non ? L'interrompit Ivan avec rage. Qu'il faut attraper le professeur, et toi là avec tes idioties, crétin, va. Camarade sans logis, mais par pitié, répondit le visage rougissant, reculant et regrettant déjà de s'être mêlé de cette histoire. S'il y a quelqu'un dont je n'aurais pas pitié, c'est toi, dit Ivan Nikolaïevitch avec une haine froide. Une convulsion lui déforma le visage. Il fit passer très vite sa bougie de la main droite à la main gauche, prit un grand élan et envoya au visage compatissant une énorme claque dans l'oreille. Là, on comprit qu'il fallait se jeter sur Ivan, et on se jeta sur lui. La bougie s'éteignit et les lunettes, projetées loin du visage, furent piétinées à la seconde. Ivan poussa un cri de guerre terrible qu'on entendit, scandale général jusqu'au boulevard, et entreprit de se défendre. La vaisselle tinta, dégringolant des tables, les femmes hurlèrent. Le temps que les serveurs ligotent le poète à l'aide de torchons, le vestiaire était le lieu d'une conversation entre le capitaine du brick et le portier. « Tu avais vu qu'il était en caleçon ?» me demanda froidement le pirate. « Oui, mais Archibald Archibaldovitch, répondit le portier pris de panique, comment je peux ne pas le laisser passer s'il est membre du Massoli ?»« Tu avais vu qu'il était en caleçon ?» répéta le pirate. « Mais voyons, Archibald Archibaldovitch, répondait le portier, rouge comme une tomate. Qu'est-ce que je pouvais y faire? Je comprends bien qu'il y a des dames sur la terrasse. Les dames n'ont rien à voir là-dedans. Les dames, ça leur est égal, répondait le pirate, brûlant littéralement le portier des yeux. C'est la milice qui a à y voir. Un homme en sous-vêtements ne peut se promener dans les rues de Moscou que dans un seul cas, s'il est accompagné par la milice, et dans une seule direction, une section de la milice. Et toi, si tu es un portier, tu dois savoir que quand tu vois un homme dans cette tenue, tu dois, sans attendre une seule seconde, te mettre à siffler. Tu entends? Tu entends ce qui se passe sur la terrasse? Ici, le portier ahuri entendit, provenant de la terrasse, une espèce de hurlement sourd, un fracas de vaisselle et des cris de femmes. « Hein? Qu'est-ce que je peux faire de toi après ça ?» demanda le flibustier. Le visage du portier prit une teinte de malade du typhus, et ses yeux perdirent toute expression de vie. Il eut l'impression que les cheveux noirs, coiffés à présent avec une raie, venaient de se couvrir d'un bandeau de soie couleur feu. Le plastron et le frac avaient disparu, et la crosse d'un pistolet avait surgi derrière la ceinture de cuir. Le portier se figura pendu tout en haut du volant d'artimon. Il vit de ses propres yeux sa langue pendante, et sa tête sans vie tombée sur son épaule, et il entendit jusqu'au clapotement des vagues par-dessus bord.
Les genoux du portier fléchirent, mais ici le flibustier eut pitié de lui et éteignit le feu de son regard. « Fais attention, Nikolai. C'est la dernière fois. Nous, des portiers comme ça au restaurant, on n'en veut pas. Va plutôt faire le Suisse dans une église. » Sur ces paroles, le commandant commanda, et de façon claire, précise, rapide. Panteley, du restaurant, un milicien, un procès-verbal, une voiture, à l'asile psychiatrique. Et il ajouta « Et siffle !» Un quart d'heure plus tard, le public, interloqué non seulement dans le restaurant lui-même, mais jusqu'au boulevard et aux fenêtres des immeubles qui donnaient sur le jardin du restaurant, vit Panteley, le portier, un milicien, un serveur et le poète Ryutkin franchir les grilles de Griboyedov, emportant à bout de bras, emmailloté comme une poupée, un jeune homme qui, pleurant à chaudes larmes, crachait en essayant de viser Ryukin et criait pour tout le boulevard « Fumier ! Fumier !» Le chauffeur d'un camion, l'air mauvais, fit démarrer son moteur. À côté, un cocher excitait son cheval, lui faisait claquer sur la croupe des rênes violettes et criait « En moins de 2, je l'ai déjà faite, la course à l'asile !» Autour, la foule grondait, commentant cette aventure inouïe. Bref, c'était un esclandre odieux, dégoûtant, scandaleux, immonde, qui ne prit fin qu'au moment où le camion eut emporté loin du portail de Griboyedov le malheureux Ivan Nikolaïevitch, le milicien, Panteley et Ryutkin.